On va passer à Noël, qui est beaucoup impliqué dans la formation des enseignants. Va nous parler de 20 ans de formation des professeurs à l'Observatoire de Paris. Donc 20 ans de formation des professeurs à l'Observatoire de Paris, en fait, ça pourrait presque s'arrêter là parce qu'on fait essentiellement la même chose qu'à Lyon. Donc on pourrait remplacer Lyon par Paris et puis ça nous ferait gagner 25 minutes. Euh, bon, je vais simplement, l'avantage, c'est que je n'ai pas du tout abordé le problème sous le même angle qu'Isabelle. C'est-à-dire, je vais très peu vous parler de ce qu'on fait, et enfin, en tout cas dans les détails. Mais j'essaye de tirer des grandes lignes et puis de regarder un petit peu l'évolution sur 20 ans, voir ce qui marche pas, et les raisons pour lesquelles on évolue. Donc, pour rien ne marche. Ouais. Juste une courte présentation de l'Observatoire de Paris. Donc, c'est un grand établissement d'enseignement supérieur. L'Observatoire a été fondé au XVIIe siècle, hein, à Paris. Depuis, deux autres sites l'ont rejoint, donc le site de Meudon, le site de Nancy. On a statut donc de grand établissement et nos missions sont définies par un décret. Et donc, on doit contribuer au progrès de la connaissance de l'univers, assurer une formation continue initiale et la diffusion des connaissances. En gros, faire de la recherche et de l'enseignement. On est un des plus grands établissements du monde. On va trouver des chercheurs dans à peu près tous les domaines de l'astronomie. Et l'observatoire, c'est environ 1000 personnes en comptant large, dont à peu près la moitié de permanents, environ 200 chercheurs, 400 ingénieurs techniciens administratifs, 60 postdocs, 150 étudiants. Juste ici, regardez pas le diagramme, c'est pas intéressant, c'est juste la manière dont est organisé l'enseignement à l'observatoire. Donc on a un certain nombre de filières, et aux côtés des grosses filières master qui représentent quand même enfin, une grosse partie des heures, l'observatoire s'est doté de filières à part entière en formation des professeurs, en filière numérique. Et ça, c'est quelque chose d'assez spécial, d'assez propre à l'observatoire. En effet, l'Observatoire fait de la formation des professeurs déjà depuis les années 90 avec l'organisation de ce qu'on appelait les mercredis de l'Observatoire à l'époque, c'est-à-dire c'était des conférences pour les enseignants sur l'actualité de la recherche. Donc, ça concernait essentiellement les enseignants de physique. Et puis des participations ponctuelles de collègues dans les IUFM à l'époque. Mais en 99-2000, l'Observatoire a demandé et obtenu la création de postes de maître de conférence. Et un des deux devait se consacrer essentiellement à la formation des professeurs. À l'époque, on était dans un moment où il y a eu la formation des professeurs était à la mode, il y avait possibilité d'avoir des postes pour ça, et l'Observatoire en a profité. Et on a eu deux autres postes en 2005 et 2006 également, où les collègues ont participé à cette formation des professeurs. Alors, donc, dès le début des années 2000, on a énormément étoffé notre offre de formation avec, je vais les détailler évidemment au cours de mon exposé, journée thématique, stage. On a même fait des stages d'informatique et multimédia à l'époque, c'était le début d'Internet. Les enseignants ne savaient pas utiliser les ordinateurs. On avait des ingénieurs informaticiens qui étaient prêts à participer, donc on a même organisé des stages pour apprendre à utiliser un ordinateur et à faire des sites web, des soirées d'observation, des écoles d'astronomie, des formations en ligne, etc. 2008, arrivée d'un professeur relais de l'Académie de Créteil. Donc, j'ai vu qu'il y avait des questions sur ce qu'était un professeur relais. Un professeur relais, c'est quelqu'un qui est payé en plus par le rectorat pour venir une demi-journée ou une journée dans un établissement. En général, c'est des musées, des établissements publics, pour faire le lien entre l'académie et la structure. Et plus récemment, donc, on a développé les périodiques clés en main. Alors, l'équipe compte au sens large une douzaine de personnes, donc 4 maîtres de conférence qui consacrent une bonne partie de leur enseignement à cela, un astronome, donc je peux donner les noms, hein, Christian Balança, Caroline Barban, Andrea Cataneo pour les maîtres de conférence avec moi, et l'astronome, c'est Alain Doré-Sundirap, c'est lui qui a créé les parrainages. Une demi-douzaine, on est épaulé tout le temps par une demi-douzaine d'ATER et de moniteurs. Ça, ce sont des jeunes qui sont soit en thèse, soit juste après la thèse, et qui ont des heures d'enseignement, et beaucoup, une partie en tout cas, participe à nos enseignements. Donc, un professeur relève l'Académie de Créteil, en ce moment c'est Isabelle Voidilo,
une gestionnaire pour tout ce qui est information, secrétariat, etc. Et puis une demi-douzaine d'intervenants réguliers pour les stages et une cinquantaine de collègues qui sont parrains ou marraines de nos parrainages. Et en tout, on touche quelque chose comme en moyenne 450 enseignants par an. Donc la philosophie de nos formations, c'est accompagner les enseignants de tout niveau. Alors on a des actions, ça va de la maternelle jusqu'au BTS. Proposer des outils pratiques réexploitables en classe, je détaillerai un peu après. Donc qu'on met évidemment à disposition en ligne. Fournir des bases conceptuelles, des cours et encyclopédies en ligne. La philosophie, c'est de faire des formations gratuites, tant qu'on peut, ou les moins chères possibles quand on n'a pas le choix. Et une volonté constante de s'adapter, donc l'évolution constante des contenus, de s'adapter au contexte. Et par exemple, là récemment, évidemment, on a développé notre offre à distance avec la pandémie. Pédagogie, alors, on fait beaucoup de frontal, on fait beaucoup d'exposés lors des stages. Ça, c'est essentiellement pour combler des lacunes de l'enseignement d'astronomie. On a des enseignants en primaire, comme on a vu, qui ne sont absolument pas en général scientifiques, mais même les enseignants de physique ont très peu eu dans leur cursus universitaire des enseignements d'astronomie. Et comme les stages durent très peu de temps, hein, c'est quelques jours, voire quelques demi-journées, et ben, il y a une certaine efficacité, évidemment, à travailler en faisant des exposés. Comme on fait exactement lors de cette conférence, et on n'a fait que des exposés, parce que c'est quand même ce qui est le plus efficace pour faire passer des informations. Mais évidemment, on favorise également tout ce qui est travaux pratiques. Qu'on présente, c'est Frédéric Pitou qui disait qu'il faisait un peu la même chose. On n'essaye pas de faire des choses clés en main, mais on a des TP qui sont présentés sous forme de scénarios d'activité, et après à chaque enseignant de le décliner selon sa pédagogie, selon le groupe, de l'adapter au groupe d'élèves qu'il a, au niveau qu'il a. Donc, on donne des idées. Alors évidemment, lors des parrainages, c'est l'occasion avec l'enseignant, de plus réfléchir à la pédagogie de ces TP. Alors, ça, c'était le cas jusqu'à récemment, mais récemment, grâce à notre professeur Relais, on a développé ce qu'on appelle les parrainages clés en main, où là, au contraire, on propose des activités vraiment clés en main, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a aussi un besoin de choses simples et rapides pour les enseignants, parce que les enseignants n'ont pas le temps, tout simplement, forcément, de préparer des séquences pédagogiques en astronomie. On essaye au maximum de privilégier l'observation du ciel, de donner une place à l'observation du ciel dès qu'on peut, que ce soit les observations diurnes ou nocturnes. Et on essaye d'aller vers une offre à distance étoffée. Et on n'a pas encore abordé les réseaux sociaux, mais je pense que c'est un des chantiers de ces prochaines années. Un exemple là d'un livret d'un parrainage clé en main sur la Lune. Donc l'enseignant s'inscrit, c'est comme un parrainage, il a un parrain, mais l'essentiel des activités est cadré par un livret qui peut directement distribuer aux élèves, voilà, avec des activités ici autour de la Lune, énormément en lettres, parce que notre professeur Relais est professeur de lettres et de langues anciennes, mais évidemment des sciences, de l'histoire de l'art ici, de l'observation. Alors, j'ai détaillé un petit peu plus les formations envers les différents publics. Donc, avec les partenaires institutionnels, on a un certain nombre de formations en commun qu'on nous demande d'organiser. Donc, dans le cadre des plans académiques de formation des 3 académies d'Île-de-France, puisque l'Île-de-France, on a Paris, Créteil, Versailles, les 3 plus grosses académies de France, je crois. En tout cas, Créteil et Versailles. Et on a dans chaque académie entre 1 et 3 stages, typiquement 2-3 jours en physique. On a depuis une dizaine d'années un stage en maths à Créteil. Et puis, on a également à Créteil des journées de stage d'ouverture culturelle. On organise depuis quelques années des rencontres culturelles également. Et on a été amené au cours de ces 20 dernières années à travailler avec beaucoup d'autres partenaires comme Sciences à l'école, la MAP, Space Awareness, l'Académie d'Orléans-Tours, etc. J'en oublie sûrement.
en primaire. On a longtemps eu des stages avec l'UFM de Paris, à l'OHP, ça c'était formidable, c'était des stages de formation initiale, mais malheureusement, ça se faisait dans les UFM, ça se fait plus du tout dans les SP, pour des raisons soi-disant de sécurité, de temps, d'argent, enfin, pour plein de très mauvaises raisons. Ce genre de choses a complètement disparu des SP en formation initiale. Et on a, par contre, on a des stages dans le cadre des plans départementaux de formation. Il y en a toujours un à Paris, étonnamment. Hein, c'est la seule académie où il y a encore des stages de ce genre, à ma connaissance, depuis 2 ans, où la formation des enseignants du primaire s'est complètement recentrée sur le français et les mathématiques. Mais Paris a une large latitude pour ne pas respecter les directives du ministère. On a organisé pendant des années aussi un colloque, j'ai oublié de mettre les dates, le printemps de l'astronomie avec la main à la pâte, la maison des sciences de Châtenay-Malabry et l'inspection académique du 92. Là, on l'a arrêté malheureusement, je ne sais plus quand, c'était en 2016 ou 2017, quand les enseignants du primaire se sont mis à enseigner le mercredi matin. Mais j'espère bien qu'on va pouvoir les remettre maintenant que les enseignants du primaire, de nouveau, n'enseignent plus le mercredi matin. Et puis, on organise très régulièrement des animations pédagogiques. Enfin, on organisait du temps où il y avait encore des animations pédagogiques autres que le français et les maths. Donc là, je rentre un petit peu dans l'analyse de ces stages et les problèmes qu'on peut rencontrer. Alors, sur les stages du plan académique de formation, les problèmes qu'on va rencontrer, c'est essentiellement les variations des cahiers des charges des académies qui changent quasiment tous les ans au gré des changements de programme. Et vous savez quelle plaie c'est d'avoir des programmes qui changent à peu près tous les 3 ans. De l'humeur du recteur ou des inspecteurs. Dès qu'un inspecteur change, il veut marquer son territoire et donc il bouleverse toute l'organisation. Et du jargon éducation nationale à la mode du moment, à laquelle il faut s'adapter pour pouvoir répondre de manière correcte au cahier des charges et que nos stages soient acceptés. Je ne parle pas de la diminution des crédits alloués à la formation des enseignants, qui est réelle, mais comme nous, on propose des stages gratuits, on est assez préservé de ce point de vue-là. Et on a une grande disparité d'organisation suivant les académies. Créteil est l'académie qui est la mieux organisée en Île-de-France, avec en général des réunions de concertation pré-cahier des charges par les inspecteurs, par l'inspecteur de physique. Par contre, on observe actuellement un repli, en tout cas le précédent inspecteur de physique avait comme idée qu'il fallait arrêter de faire du disciplinaire pendant les stages de physique et qu'il fallait plutôt apprendre à se servir d'un téléphone portable et d'une tablette avec les élèves plutôt que de faire du disciplinaire, enfin quelque chose avec du contenu. Par contre, on a un groupe sciences très actif pour tout ce qui est stage d'ouverture culturelle et qui est tellement actif qu'il joue même un rôle régional par le fait que les différentes structures comme le Palais des Découvertes, la Cité des Sciences, le Muséum national d'histoire naturelle, l'Observatoire de Paris, etc., peuvent se rencontrer régulièrement. À Paris, on a peu d'interactions, on a beaucoup de stages annulés. Paris, c'est une académie un petit peu spéciale. On a des enseignants qui sont, je dirais, tellement saturés par l'offre qu'ils sont très difficiles et puis donc, du coup, ils ont tellement emmené 2 fois leurs élèves au palais, à la cité, etc., qu'on sent un moins grand appétit pour les stages, contrairement par exemple à Créteil, où c'est une université où, je crois, entre un tiers et la moitié des enseignants débutants passent par l'Académie de Créteil. Et Versailles, ce qui est à noter, c'est notre collaboration avec le château de Versailles. Je vais essayer d'accélérer. Non, je n'ai pas besoin forcément d'accélérer. Dans le secondaire suite, donc, les rencontres culturelles. Donc, l'Observatoire organise régulièrement des expositions, mais également, évidemment, on fait beaucoup de visites pour les classes, pour les profs. Et donc, c'est des choses qui durent typiquement pas plus de 2 heures, enfin 3 heures grand maximum avec la visite, un mercredi après-midi autour d'une thématique. Et c'est des formats qui sont vraiment plébiscités par les enseignants.
Et pour nous, c'est très intéressant, parce que ça nous permet de nous faire connaître. Et ensuite, les enseignants les plus motivés peuvent continuer par des parrainages. Voilà. Donc, conclusion, travailler avec les académies, c'est dur, mais ça vaut le coup. Parce qu'on n'a pas d'organisation ensuite et pas de gestion des stagiaires. Dans le primaire, alors, on a les stages, donc, comme j'ai dit, l'UFM n'existe plus. Qu'est-ce que je peux dire que je n'ai pas dit? Voilà, les animations pédagogiques, donc c'est irrégulière, au gré des contacts avec les conseillers pédagogiques. Là, c'est toujours pareil, hein, on s'entend bien avec un conseiller pédagogique, on monte des animations pédagogiques, et puis les conseillers pédagogiques est muté, change de... Il était conseiller pédagogique chiant, qui passe en conseiller pédagogique d'autre chose. Pareil pour les inspecteurs, et du coup, à chaque fois, c'est un peu Sisyphe, il faut tout refaire depuis le début. Et puis, on n'a rien depuis 3 ans, comme j'ai déjà dit. Alors, à côté de tous ces stages, donc avec des partenaires institutionnels, on a aussi des stages à inscription libre. Donc, au cours de ces 20 ans, on a pu proposer plein de formats d'écoles. En général, c'est des écoles entre 3 et 5 jours. Donc, on en a fait à Nancy sur la radioastronomie. On en a fait à Meudon pour les enseignants de primaire ou sur les programmes de lycée. Et puis, traditionnellement, on organise également une école d'été à l'Observatoire de Haute-Provence, centrée sur l'observation, qui malheureusement, en général, tombe en même temps que l'école d'été du Cléa, pour la bonne et simple raison qu'on vise le dernier quartier du mois d'août et que, ben voilà, il n'y a qu'un seul dernier quartier au mois d'août. Premier quartier, pardon, au mois d'août. Alors, bon, ces stages étaient organisés pendant les vacances scolaires. On s'est rendu compte au cours du temps qu'il y avait de moins en moins d'appétit des enseignants pour faire des stages pendant les petites vacances scolaires. Voilà, donc ne subsiste actuellement que l'école d'été à l'OHP, 1 an sur 2. On fait 1 an sur 2 parce que ça nous garantit d'avoir suffisamment d'inscrits à l'école pour ne pas avoir à l'annuler. Les formations à distance, donc on a un contenu encyclopédique d'accès libre. En fait, au début des années 2000, on a monté des formations à distance avec les enseignants qui étaient basées sur des sites web, tout simplement. Donc, on avait des pages web avec du contenu multimédia. Il y avait régulièrement des exercices à rendre. Donc, on s'inscrivait à la formation. On avait un tuteur. Le tuteur corrigeait les exercices, etc. Et on s'est rendu compte que c'est un format qui ne correspondait pas forcément aux enseignants, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'inscrits. Mais par contre, on l'a ouvert en diplôme d'université à distance. Et là, ça a un succès énorme. Donc, du coup, maintenant, tout ce contenu a continué d'évoluer, a continué d'être enrichi régulièrement, et il est proposé dans le cadre du diplôme d'université Lumière sur l'univers, auquel, évidemment, les enseignants peuvent s'inscrire. Mais tout le contenu encyclopédique de cette formation est libre d'accès. Si bien que l'Observatoire propose, pour tout le monde, et en particulier pour les enseignants, un contenu encyclopédique de niveau, on va dire, première année d'université, sur à peu près toutes les thématiques de l'astronomie. Et cette année, on innove avec une première formation à distance par module qu'on écrit avec Geniali, un logiciel qui permet de faire des sites web très, très dynamiques, et sur l'astronomie à Versailles en partenariat avec le château de Versailles. Donc voilà ici l'école d'été d'astronomie de cette année, donc qui aura lieu du 24 au 30 août 2021. Alors, malheureusement, on ne peut pas faire ça gratuitement parce qu'il faut payer l'hébergement, et ça, c'est à la charge de l'enseignant. Donc, on estime le séjour entre 450 et 550 euros, grossièrement, suivant qu'on est en chambre double ou en chambre simple. Avec la Covid, si par miracle l'école a lieu, je pense que de toute façon, ça sera en chambre simple. L'école est ouverte à tout enseignant de tout niveau. On aime bien mélanger des enseignants de primaire avec des enseignants de lycée. Chacun apporte des choses au stage, et essentiellement, le programme du stage est libre. C'est-à-dire que je prévois toujours un programme qui n'est jamais respecté parce qu'on s'adapte aux demandes des enseignants. Et évidemment, le centre du stage, c'est l'observation. On va à l'OHP au mois d'août de manière à être sûr, quasiment sûr d'avoir du beau temps
et de pouvoir observer une bonne partie de la nuit. Mais pendant la journée, on a des ateliers maquettes, des exposés, etc. Ici, vous avez le portail de nos ressources en ligne. Vous voyez ici donc tous les chapitres de ces formations déclinés dans le cadre des diplômes d'université sur les différentes thématiques de l'astronomie. Et ici, donc la formation au château de Versailles qui débute le 18 janvier, si vous êtes intéressé. Donc c'est une formation en ligne qui sera sous forme de 4 modules sous forme de site web, avec une très belle vidéo introductive que vous pouvez déjà regarder sur YouTube. Donc je vous ai mis l'adresse de cette formation. Je vous encourage à vous inscrire, c'est complètement gratuit. Et je pense que c'est quelque chose de très original. Donc, il sera beaucoup question de Versailles, évidemment, mais il sera également aussi beaucoup question de l'Observatoire de Paris et de l'histoire de l'astronomie depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, avec un gros centrage sur le XVIIe et le XVIIIe siècle. Voilà, ben, je finis en avance. C'est la première fois de ma vie que je finis un exposé en avance, je pense. C'est l'effet exposé à distance, je pense. Vous retrouvez toutes les informations que je vous ai données, évidemment tous les détails des formations sur notre site web, donc ton adresse est ici, avec 3 rubriques, une rubrique stage, une rubrique parrainage et une rubrique ressources pédagogiques. Et puis, nous sommes également ouverts à toute demande de formation. Si vous voulez, l'observatoire, on est je vous ai dit, un des plus gros observatoires du monde, on est le plus gros de France de loin, et on est un tiers de l'astronomie en France. Et du coup, on peut couvrir en particulier les zones dans lesquelles il n'y a pas de collègues en province. Évidemment, si vous voulez faire un parrainage, c'est beaucoup plus intéressant de le faire avec quelqu'un de proximité, un chercheur de proximité. Donc évidemment, tournez-vous vers au maximum vers ce qu'il y a à proximité de chez vous. Mais pour toutes les zones où il n'y a pas d'astronomie professionnelle, vous pouvez faire un parrainage, on peut se rendre dans vos établissements, on peut communiquer à distance. Enfin, vraiment, je vous encourage à prendre des parrainages où que vous soyez, même à l'étranger. Même, on a des parrainages dans les dom-toms, on a des parrainages à l'étranger. Il n'y a aucun souci pour nous pour encadrer ce genre d'activité. Voilà. Merci Noël. On va prendre quelques questions rapides avant la pause, parce qu'on n'est pas si en avance que ça en fait. Il y avait une question, il y a eu plusieurs questions en fait sur la notion de professeur relais que j'ai pas relayé pour le coup tout à l'heure avec l'exposé d'Isabelle. On nous demandait ce que c'était exactement cette notion de professeur relais. Et là, plus précisément pour toi, on te demande comment se fait-il qu'il n'y en ait pas pour l'Académie de Paris et de Versailles. A priori, il n'y en aurait que à Créteil. C'est les académies qui choisissent où est-ce qu'elles mettent leur professeur relais. D'accord. Donc, j'avoue que celui de Créteil, on nous l'a proposé. Donc, évidemment, je ne sais plus comment. J'avais dû rencontrer quelqu'un qui m'avait dit ce serait bien que vous en ayez un. Et voilà, un inspecteur qui était. À Paris, j'en ai demandé, j'en ai jamais obtenu. Et à Versailles, il n'y en a pas dans les structures comme les nôtres. En fait, il y a un professeur relais qui fait le lien entre toutes les structures scientifiques d'Île-de-France pour l'Académie de Versailles. Donc, avec celui-là, on est en lien avec lui. Il est justement, il est détaché au château de Versailles. Et c'est comme ça que j'ai des contacts avec lui. Et donc, on travaille aussi avec lui, mais il a une dizaine d'établissements à s'occuper, et puis surtout le château de Versailles. Donc, en fait, dans la pratique, malheureusement, il n'y a que Créteil avec lequel on a un professeur relais, mais évidemment, on aimerait en avoir beaucoup davantage. C'est vraiment des liens excessivement précieux. Et le professeur Ouais, si relais, je peux, on la sur-sollicite, et en fait, elle joue le rôle un peu de professeur relais pour les 3 académies de la région parisienne. Si je peux compléter à peine un peu pour Lyon, effectivement, nous, c'est le professeur relais. On a essayé pendant des années et des années d'en avoir un, et c'est parce que le rectorat avait fini par admettre qu'on avait peut-être une utilité pour les enseignants, qu'ils ont fini par nous en mettre un. Alors au début, c'était une journée par semaine, et puis rapidement, c'est devenu une demi-journée par semaine, et maintenant, il a 2 heures par semaine avec nous. Ça peut paraître peu, mais en fait, c'est très précis
précieux, vraiment très précieux parce que, effectivement, il fait tout le lien avec, le rectorat, l'académie, les profs et tout ça et ça permet une visibilité de nos actions et puis une adaptation de nos actions, au programme qui est vraiment, très, très important. Mais nous, ce professeur relais dont je parle, il est, ces 2 heures, c'est pour le CRAL, pour le labo. D'accord. Il fait pas autre chose. Mais, il y est pour 3 ans. C'est un enseignant qui répond à un appel à candidature. Il est pour 3 ans. Nous, on a eu Sylvie Thio du Cléa pendant très, très longtemps et elle faisait beaucoup plus que les heures, pour lesquelles elle était payée. Ils sont C'est souvent payés le cas, en oui. heures supplémentaires, je crois. Oui, et autrement, là, on a Sylvain Valour qui est un prof de physique, alors que Sylvie Thio était une professeure de maths, et ils répondent à l'appel à candidature, qui sort tous les 3 ans. Mais, chaque fois, il faut rebatailler pour dire: «Vous êtes sûr que vous avez besoin d'un prof relais? Vous savez, machin» et cetera et pour l'instant, je croise les doigts, on l'a toujours eu. Très bien, merci Isabelle pour ce complément. Une question pour toi, Noël, sur le contenu de la formation. La question concerne l'équilibre que tu tentes de trouver ou que vous tentez de trouver entre le pur clé en main et amener les enseignants vers l'autonomie finalement. Comment tu juges ça et comment tu Alors, t'adaptes? comme je disais, hein, la plupart de nos travaux pratiques sont pas clés en main, justement. Euh, enfin, c'est-à-dire on a un déroulé sous forme d'un TP comme on pouvait le faire traditionnellement autrefois, avec des questions auxquelles il faut répondre, etc. Donc, ça donne un cadre, ça donne un squelette, mais ensuite, évidemment, c'est à l'enseignant de l'adapter. Alors, ce qu'on a mis en place clé en main, c'est donc les parrainages clés en main, mais de toute façon, il y a un parrain derrière, hein. Mais là, on a des activités beaucoup plus de type vraiment très, 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 très cadré, où l'élève sait exactement ce qu'il doit faire. Mais donc, chaque enseignant peut y trouver son compte, soit avec des choses très clés en main, soit avec des choses peu clés en main. Et l'adaptation du TP se fait, si l'enseignant le souhaite, il prend un parrainage de classe et l'adaptation se fait avec le parrain et en discussion avec le parrain. On va finir avec une question courte et une réponse courte, j'imagine. Est-ce que le stage d'été à l'OHP est ouvert aussi aux médiateurs des sciences, enfin du personnel Alors oui, autre on a que régulièrement l'éducation? des médiateurs. Je prends toujours, j'accepte en général toutes les demandes. En général, ça fait peu de gens. J'aurais du mal à faire un stage uniquement pour des médiateurs parce que statutairement, ça serait un peu compliqué. Mais on a toujours des médiateurs et on en a eu, par exemple, pendant des années et des années, on a eu des médiateurs de la Cité des sciences de Tunis qui venaient à nos stages. On a 3-4 années de suite, on a eu des médiateurs de la Cité des sciences de Tunis. On en a eu au Cléa aussi, oui, effectivement. Eh bien, merci Noël.